Bonjour ou bonsoir. Eh bien, dans les analyses de la pratique et autres supervisions, on voit apparaître assez régulièrement, j'allais dire assez systématiquement, deux types d'intervenants parmi les professionnels. Ceux qui sont dans l'émotion, donc qui produisent des signifiants d'émotion hypertrophiés, ce qui, on le verra, à l'extrême produit du drama. Et puis à l'opposé, des personnes qui apparaissent froides, logiques, rationnelles et qui prennent la licence clinique. Et il apparaît aussi clairement, toujours dans la clinique, que ces deux pôles, s'ils sont séparés et exacerbés, amènent à passer à côté des pathologies quand il s'agit des patients, des comportements cryptés quand il s'agit de résidents dans des foyers d'accueil médicalisés, et ou des élèves ou des étudiants quand il s'agit d'un processus pédagogique. Donc nous allons analyser la juste distance, et vous aurez remarqué que j'ai bien noté double sens, au sens de la justesse et de la justice. J'aurais pu ajouter un troisième codicile, si j'ose dire, en disant au sens de la justesse musicale. Parce qu'il y a une esthétique de la clinique, c'est compliqué, nous y reviendrons peut-être une autre fois. Donc, voilà. Alors, avant-propos qui est nécessaire à comprendre, revenez-y éventuellement, parce que ce n'est pas d'une facilité énorme. Vous connaissiez tous la phrase de Thomas dans Jean 20, 29, parce que tu m'as vu, tu as cru, oti euracas, mais pépistecas. En réalité, ça n'est quasiment jamais cité correctement, en tout cas dans l'authenticité du texte du Nouveau Testament. C'est cité et légèrement modifié dans la phrase « Je ne crois que ce que je vois ». Eh bien, je vais vous suggérer, comme je le fais régulièrement, d'inverser la proposition. Au lieu de dire « Je ne crois que ce que je vois », nous dirons, vous direz « Je ne vois que ce que je crois ». Pour le dire autrement, c'est comme si le monde extérieur à nous, mais même notre monde intérieur, était une gigantesque pareidolie. Ça veut dire que nous décryptons le monde à l'aune de nos propres projections et de nos propres inhibitions. En voici quelques-unes. Voilà. 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 Je parlais d'inhibition. Souvenez-vous du test sur le poème de Baudelaire à une passante, qui montre à l'évidence que un texte court, ce n'est qu'un sonnet finalement, hein, où la mémoire de supposés intellectuels universitaires est censée ne rien oublier, eh bien les mêmes mots, je dis bien les mêmes mots, sont occultés, sont censurés, dans la mesure où l'inconscient, qui est une sorte de bouclier qui vous protège contre l'effroi d'une douceur qu'on a ou qu'on n'a pas, d'un désir qu'on a ou qu'on n'a pas, etc., etc., etc. Je passe, vous irez sur le site pour revoir exactement les résultats et vous rafraîchir les idées, en tout cas les souvenirs. Donc, l'appareil de lit, oui, vous marquez que le chat se voit en tigre, on pourrait inverser l'image en disant c'est un tigre qui se voit en chat. C'est le même processus évidemment. Donc on pourrait le dire de manière un peu dogmatique, la perception du réel, l'analyse du réel,
la prise de décision, l'action sont biaisées par des schèmes épistémiques antérieurs, c'est-à-dire que tout ce que vous avez acquis comme connaissances, qui sont en fait des prismes pour comprendre le réel, plus précisément pour 1, le sentir, 2, le percevoir, 3, le comprendre, voilà, ce sont les étapes basiques. Deuxièmement, les résistances homéostatiques. Vous savez tous que nous avons une inversion de la perte, que ce désir ou cette appétence pour conserver du linéaire, conserver les avantages acquis, conserver une vision du monde stable, qui date de la toute petite enfance, hein, nous y reviendrons, eh bien, elle empêche évidemment la compréhension d'une nouveauté quelle qu'elle soit et d'une altérité quelle qu'elle soit. Ensuite, les étayages et défenses narcissiques, même chose. Et enfin, les préjons conjoncturels, essentiellement une sorte de paresse intellectuelle qui est sourcée à une banalisation de la déviance. C'est-à-dire que l'esprit s'accommode de petites modifications qui vont d'abord iriser, puis froisser les principes initiaux, au point qu'au bout de quelques temps, eh bien, la perception et l'action sont bien différentes de ce que les principes initiaux, de ce que les axiomes laissaient supposer. C'est-à-dire qu'on trahit ces fondations par cette paresse. Alors, dans un premier temps, vous avez un tableau que je vous demanderai de méditer soigneusement, puisqu'il met en évidence diverses manières d'être au monde, et par rapport à l'épistémologie, et par rapport à l'action. Alors, voici comment se présente ce tableau. Vous avez le monde extérieur qui est donc à gauche, et vous avez en haut les récepteurs, donc tout ce qui permet de percevoir le monde. En termes modernes, on dirait c'est l'ensemble des interfaces sensorielles, proprioceptiques entre le moi et le monde. Et puis en rouge, en bas, vous avez les effecteurs, qui est l'ensemble des réponses que l'individu peut mettre en fonctionnement, parce que c'est un fonctionnement, sur ce monde tel qu'il l'a perçu. Pas forcément tel qu'il est, hein, tel qu'il a été perçu. Alors, le tableau va se lire dans ce sens-là. Donc cette flèche va disparaître, mais n'oubliez pas que la lecture de ce tableau, c'est dans ce sens-là. C'est une convention que j'ai prise. J'aurais pu prendre évidemment l'inverse, peu importe. Donc, le récepteur fonctionne comme une sorte de comparaison extrêmement brève, extrêmement rapide, entre d'un côté ce que vous percevez, et puis une mémoire sensorielle qui est un système extrêmement simple. Simple au sens des connexions, simple au sens des actions. Autrement dit, vous avez plusieurs solutions possibles, 3 essentiellement, enfin telles que je l'ai classé, mais on peut évidemment avoir un schéma plus compliqué, mais déjà celui-là, il n'est pas d'une simplicité biblique. Premier point, l'individu ou le moi ou l'inconscient ou, enfin bref, cette machine psychique estime que l'événement qui surgit est non pertinent. Si vous êtes dans une salle et vous entendez un bruit de mouche, bah, la plupart du temps, ce bruit de mouche paraît insignifiant. Si vous entendez un meuglement, là, vraisemblablement, ce ne sera pas non pertinent. Donc,
ce que vous attendez du monde va permettre d'éliminer ce qui serait simplement un épiphénomène. Je rappelle que quand un fait est perçu, c'est soit un épiphénomène, on s'en fiche, soit un fait pertinent qui est lié à la conjoncture, soit un fait symbolique qui est lié à la structure. Alors attention, parce que c'est peut-être un déni, j'ai mis déni entre parenthèses, ça signifie que l'événement perçu dans son incongruité est pertinent, mais que pour des raisons de défense du moi, il est censuré. Donc vous pouvez avoir déni, dénégation, scotomisation, je vous renvoie au cours, vous savez ça aussi bien que moi. Deuxième solution, qui est aussi un circuit extrêmement court, c'est même d'ailleurs le plus court, c'est celui de la douleur. Si je viens derrière vous et si je vous pique avec une aiguille, vous aurez évidemment un mouvement qu'on va appeler un mouvement réflexe. Et ce mouvement réflexe, il est très court dans son circuit, il ne passe pas par le cortex, évidemment, il est archaïque, il est animal. Le troisième type de réponse est bien plus sophistiqué. Alors, pour la clarté de l'explication, on va imaginer que le psychisme, que le cerveau, pardon, est un analyseur de taux de reconnaissance. Donc, il passe son temps à comparer ce qu'il ressent, tout en sachant que sa perception du ressenti est pareidolique, avec ce qu'il a ressenti. Donc, vous avez le taux de reconnaissance, et ça se passe par une perception, mais dont on sait qu'elle est déjà biaisée, du monde extérieur, comparée avec une vision du monde qui est intégrée dans mémoire procédurale, si on a travaillé, et mémoire lointaine, si on n'a pas vraiment travaillé, ni remis en œuvre cette mémoire ancienne au point qu'elle devienne immédiatement disponible et immédiatement procédurale. Ensuite, le taux de reconnaissance va apparaître et va donner lieu à plusieurs scénarios. Premier scénario, taux de reconnaissance élevé. Suivez la flèche rose. Oui, à l'époque, je ne savais pas faire des flèches courbes, donc je faisais des flèches avec des segments. On ne rit pas, s'il vous plaît. Le taux de réponse élevé, le taux de reconnaissance élevé, c'est le fantasme de l'entraînement, le fantasme des pompiers, des pilotes, des enseignants, etc. C'est-à-dire que l'idée, c'est que ce qu'on sait du monde, c'est-à-dire ce qu'on est allé chercher du côté des mémoires procédurales et lointaines, est analogue au monde. Alors, c'est un fantasme tout à fait intéressant. Cela revient, comme disent les sémanticiens, à confondre le territoire et la carte. Donc, si on pense que la connaissance de la carte est l'équivalent exact de la connaissance du territoire, alors on a des réponses qui sont préprogrammées. C'est le fantasme de l'entraînement maximal. C'est évidemment nécessaire, c'est évidemment souhaitable, et pour tout ce qui est sécurité, sûreté, c'est évidemment le plus efficace, à condition que la carte soit le territoire. Ce qui est faux. Deuxième taux de reconnaissance nul ou très faible. Entre ce que vos sens, dont je répète qu'ils sont biaisés de toute façon, ce que vos sens perçoivent n'a pas d'équivalent dans votre fond de mémoire, ni procédurale, ni lointaine. Donc, suivez la flèche jaune, toc, toc, toc. La réaction classique, c'est l'inhibition et la sidération.
C'est-à-dire que vous avez une rupture entre certaines zones du cerveau et le cortex en est particulièrement isolé. C'est-à-dire que votre intelligence, votre réactivité ne se fait plus. Alors, ce mode de fonctionnement permet de comprendre, dans les situations de stress post-traumatique et de stress intense, permet de comprendre la dissociation de la conscience. Quand l'esprit, alors on peut dire poétiquement, s'évade, c'est-à-dire qu'en fait, tous les fusibles permettaient de relier l'esprit à la réalité, sautent, et l'esprit est comme isolé dans des mécanismes où le corps devient insensible, où le corps reste immobile, où l'émotion même devient impalpable, et pour terminer, il y aura une amnésie partielle ou totale qui fera que le moi, dans son système de défense, va éliminer complètement l'événement traumatisant. Hein. Parfois, les naïfs ou les pseudo-naïfs sont surpris quand une personne ne se souvient d'un traumatisme que 2, 3, 4, 10 ans après. Eh bien, c'est l'exa-application de cette inhibition-sidération. Vous remarquerez que sur les films lors d'un attentat ou d'une agression ou d'une catastrophe naturelle, certains gardent quand même assez de conscience immorale pour filmer, mais que la majorité des gens restent sidérés, inhibés. Il y a une sorte de pétrification du psychisme. Ensuite, taux de reconnaissance faible, c'est-à-dire qu'entre le monde tel qu'il apparaît, toujours biaisé, hein, je ne le répéterai jamais assez, et votre corpus d'événements mémorisés, il y a quelques liens, mais très peu. Vous avez un taux de reconnaissance qui est globalement très faible. Suivez la flèche bleue, eh bien, vous avez une réponse qu'on appelle une réponse globale. Ça se traduit essentiellement, et le modèle en est fourni par le monde animal, par la fuite ou l'agression. Pour les humains, on se groupe en meute. Si on est majoritaire, on castagne et on agresse le grand autre, hein, donc un objet de projection qui est paré, si j'ose dire, de tous les défauts. Et si on est minoritaire, courage, fuyons, on se cache et on triche. Et on dénonce les voisins, suivez mon regard. Hein, pas de point Goldwyn, je vais un peu vite quand même. Voilà. Et enfin, ce à quoi je vous engage, qui est le plus intéressant, à mon sens le plus intelligent, et en plus le plus conforme à la vie professionnelle, à la clinique, à la pédagogie, à l'engineering, etc., etc., et à la maîtrise du leadership. Un taux moyen mais accepté, c'est-à-dire qu'entre l'image, encore une fois biaisée, du monde et votre corpus de souvenirs, il y a des points communs, mais vous êtes assez subtil pour reconnaître des schèmes communs. Donc ce ne sont pas seulement des points communs, comme un système impressionniste, vous avez des schèmes communs. Donc, vous arrivez à imaginer une réponse nouvelle. Cette réponse nouvelle, elle est fondée sur un mode de production intellectuelle qui s'appelle l'heuristique. Je prends des schémas connus, alors ça implique que j'ai un corpus de connus, ça implique que j'ai travaillé, sinon ça ne fonctionne pas. Et j'extirpe de mes schèmes connus des éléments que je vais pouvoir utiliser sous forme de schème, modifiés, dans la situation nouvelle. C'est un principe d'extrapolation. Alors, si je ne vois pas les schèmes, je suis perdu.
Et si j'applique les schèmes sottement, je suis dans le taux de reconnaissance élevé, donc le rose du début, mais en sachant que je vais être amené à simplifier le réel et à ôter du réel, à censurer du réel ce qu'il avait de nouveau, de neuf, d'impromptu, d'outrecuidant éventuellement. Et c'est une des causes majeures des erreurs médicales, des erreurs cliniques, des erreurs pédagogiques, des erreurs de management, etc., 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 etc. Donc ce tableau, il est vraiment à méditer. Ce serait intéressant que vous arriviez les uns et les autres à vous évaluer dans votre appétence pour le système rose, élevé, et le système vert, moyen mais accepté. J'imagine que le bleu et le jaune vous paraissent totalement haïssables, si j'ose dire. Si vous êtes dans le rose, au sens taux de reconnaissance élevé, vous aurez tendance à connaître le cours parfaitement, à avoir une lecture rapide d'une situation clinique nouvelle, mais vous aurez tendance à ne pas percevoir le symptôme discret qui n'entre pas dans votre grille de lecture. Hein, les facteurs de résistance, les facteurs d'aversion de la perte, on y fera allusion au cours de l'exposé, en général, sont des protections ou des empêcheurs de tourner en rond, en tout cas des empêcheurs de perception de tout ce qui n'entre pas dans la grille de référence. Et à l'inverse, si vous êtes sensible uniquement aux symptômes discrets, vous pourriez éventuellement oublier le schème de référence. Si vous raisonnez trop comme Porphyre, avec un arbre de Porphyre, avec une causa primitiva activa et un arbre qui devient de plus en plus compliqué, vous risquez de passer à côté totalement de la racine, c'est-à-dire du diagnostic. À l'inverse, si vous êtes trop rhizomique en étant totalement éclaté, ben vous risquez aussi de vous perdre dans une accumulation, une addition de signifiants sans trouver l'organisation interne. Vision impressionniste. Comme si en écoutant un morceau de musique, vous n'entendiez que les notes sans voir que l'articulation des notes, même les appoggiatures les plus subtiles, correspondent à une charpente qui est la charpente harmonique, elle-même scandée par des modules rythmiques. Voilà. Si vous avez des questions, vous me les poserez après ou par mail, enfin c'est pratique. Et entre les récepteurs et ces effecteurs, vous avez bien évidemment, si vous êtes vivant, une dialectique. Rien n'est figé et la mémoire de vos effecteurs nouveaux ou nouvellement modifiés va évidemment affiner la précision de vos récepteurs et ainsi de suite. Ça s'appelle peut-être avoir de l'expérience. Là, je défends mon citation de vieux quand même, il faut bien. Donc j'ai remis le panneau pour qu'il passe en PDF pour ceux qui préféreraient avoir la version écrite. Il y a donc deux écueils. Hein. Premier écueil, la fusion. Fusion évidemment exacerbée. La fusion, c'est-à-dire que vous avez une relation sujet-sujet. J'ai mis ce petit tableau de Cassatt qui montre bien cette fusion assez extraordinaire entre deux femmes dont on ne sait pas vraiment ce qu'elles sont, mais dont tout le monde peut s'apercevoir en analysant le tableau qu'elles sont en symbiose. Alors certes, il y a des petits éléments de réticence, puisque les sujets ne sont pas dans la même fusion que l'on pourrait trouver dans la passion amoureuse ou le mysticisme ou la furie d'une foule. Confère les travaux sur la foule. Hein. Ensuite, vous avez la distanciation, c'est le deuxième écueil. C'est-à-dire que là,
vous avez une relation sujet-objet. Pour distancier, vous êtes obligé de réifier l'autre, de le chosifier, comme on dit maintenant. Et évidemment, j'ai caricaturé. Donc c'est fusion extrême et distanciation extrême. Cela dit, comme je le disais en préalable, en introduction, si vous analysez un groupe, vous voyez clairement que les deux cultures, les deux schèmes de fonctionnement sont assez souvent extrêmes. Quand on est dans la fusion et l'émotion, on a tendance à hypertrophier les signifiants de l'émotion, pas forcément l'émotion. Hein. Ça ne veut pas, je ne dis pas que ceux qui distancient ont moins d'émotions. Simplement, ils gèrent autrement les signifiants de l'émotion. Nous ne tombons pas dans le piège actuel où on confond allègrement et les médias et la publication des livres, voire même certains de nos confrères et consoeurs qui publient beaucoup, émotion et signifiant des émotions. Hein. Je l'ai déjà dit, mais raisonnez toujours en termes de signifiant. Hein. L'homme est un par-lettre, comme dit Lacan. Oui, petit bonhomme. Donc, ces deux pôles sont une manière de penser la problématique du transfert et du contre-transfert. Je vous renvoie au séminaire de Lacan, parce qu'il me semble qu'il n'y a pas franchement mieux là-dessus. Hein. Donc, soit enseignant-élève, soit soignant-soigné, etc. Enfin, peu importe. L'idée est simple. Vous avez une production de transfert de la part de l'élève ou du soignant. Voilà, vous avez compris. Je l'accepte. Si ça me remue, je vais accentuer ma distanciation. Si ça ne me remue pas, si ça me remue et que je l'accepte, ben je peux accepter et je suis dans la fusion. Donc vous voyez que dans le contre-transfert, même type de raisonnement. Dans les deux cas, il me semble-t-il, il faut avoir réfléchi à l'axiomatique, il faut avoir réfléchi à l'éthique que vous vous donnez, et c'est le propos du discours d'aujourd'hui. Hein. Voilà. Alors, synthèse rapide. On pourrait passer du temps sur chacune des lignes, mais a priori, c'est relativement aisé à comprendre. Avantage de la fusion, distanciation, avantage, inconvénient classique. Hein. Dans la fusion, une communication aisée, puisque vous allez mettre en avant des PPDIC, des plus petits dénominateurs identificatoires communs, ce qui évidemment participe de la structure référentielle du langage, donc cela participe de la communication. Vous allez mettre en avant des analogies d'histoire, c'est-à-dire que vous allez montrer que l'histoire singulière du patient, de l'élève, de l'étudiant, c'est une histoire plurielle qui vous a vous-même à la fois structuré, abîmé et coloré. Vous avez une connaissance des codes, vous avez les mêmes codes, donc c'est pratique. Vous avez des étayages émotionnels communs, soit dans les manques, donc les failles narcissiques, soit dans ce qui comble les manques, c'est-à-dire vos étayages narcissiques, et vous allez vous ingénier, je dis vous, je fais pareil, hein, nous allons nous ingénier à mettre en évidence, et peut-être à hypertrophier, les signifiants de ces étayages émotionnels communs. Ce qui va produire une défense maniaque entre deux personnes ou entre les membres d'un groupe dans l'INSERM, je peux critiquer l'INSERM, mais si le monde extérieur critique l'INSERM, je vais devenir un des porte-drapeaux. Ça ne veut pas dire que je sois schizophrène, enfin ça pourrait, mais en l'occurrence non. Ça veut dire simplement que me mettre dans une structure de fusion, c'est une manière de partager, de fonder et de partager des étayages émotionnels communs. Voilà. Et enfin, il y a une familiarité
qui permet d'inhiber toutes les différences sociales, plutôt les signifiantes différences sociales qui ont tendance à isoler les communautés et éventuellement les monter les unes contre les autres. Voilà. Inconvénient, il n'y a pas de détachement, il n'y a pas de distanciation évidemment, il y a des risques de projection, c'est-à-dire qu'à force de trouver les schèmes communs, peut-être ne les trouvais-je pas, peut-être vais-je les inventer, soit pour faire entrer l'autre dans son schème, soit pour se faire entrer, dans le cas où le moi serait en train de flirter avec le faux self, dans le moi de l'autre, c'est-à-dire dans une qualification de l'autre. Et là, on voit le danger de l'essentialisation, déjà largement critiqué par ailleurs. Hein. Si je me mets à penser que ce qui arrive à l'autre l'essentialise, eh bien, je vais peut-être penser aussi, dans le cas de la fusion, que ce qui m'est arrivé m'essentialise, et je ne serai que survivant, que blanc, septuagénaire, etc., etc. Voilà. Voilà. Vous avez des risques de manipulation, puisque la projection peut se traduire par une introjection de l'autre, introjection telle qu'il a élaboré un faux self pour vous complaire, ou parce qu'il n'a plus les moyens de regarder le monde extérieur. Donc ça va reformuler une sorte de dyade archaïque, dont la fonction est évidemment d'assurer un monde sécure, ce qui est légitime et nécessaire, mais dont le risque est d'être incestueux. Voilà. Risque de faux self, bien évidemment, et inceste vocal et repli. Excusez-moi, j'ai pris de l'avance sur mon écriture. Dans la distanciation, avantage, un regard clinique. Donc, je peux réifier l'autre pour l'analyser, analyser les causes, ne pas me laisser, au moins en apparence, biaisé par mon psychisme, alors que ça va quand même être le cas, hein, on est d'accord. Hein. Une objectivité, donc j'essaye d'éloigner au maximum la subjectivité qui est liée aux codes sociaux, qui est liée à l'imagerie, qui est liée à une sémiologie que j'ai apprise dans les médias. Si un patient ou un étudiant à la tête du méchant d'une bande dessinée ou des films, eh bien la distanciation permet de ne pas tomber dans cette manipulation idéologique. Voilà. L'absence de déni, puisque théoriquement, dans la distanciation, on a la question de cours et on est en tout cas théoriquement prêt à tout. La rationalité, c'est-à-dire qu'on est dans une relation qui se veut scientifique, avec les critères de scientificité, donc nécessité, universalité, reproductibilité, décidément, et falsiabilité. Je sais que si le réel donne tort à ma théorie, ben, j'amenderai ma théorie, voire même je changerai d'axiomatique. Hein. Ce dernier critère, falsiabilité, entre dans les atouts de la distanciation. Et enfin, recours au monde extérieur, donc je vais pouvoir, comme mon moi est peu impliqué, même le moins possible en tout cas, eh bien, je peux faire appel à des collègues, à une équipe, à une approche extérieure. Techniquement, dans la recherche, ça permet l'utilisation des analyses des pairs, des critiques des pairs, PAIRS bien sûr, et le recours aux méta-analyses. Ce qui est fondamental et réjouissant. Dans les inconvénients de la distanciation, vous avez une communication difficile puisque vous éliminez en partie la fonction fatigue, on le verra par la suite, qui permet des contacts plus aisés. Il y a peu d'empathie, puisque l'empathie se caractérise par une sorte de mise en jachère ou mise entre parenthèses du cortex, une réification et éventuellement une essentialisation. C'est-à-dire qu'une fois que l'autre, alors le patient
l'élève, l'étudiant, voir l'enfant dans une famille, une fois qu'il est catégorisé, tu es maladroit, tu es nunuche, tu es agressif, le risque c'est d'oublier que ces caractéristiques ne sont que des signifiants maladroits, hystérisés de failles psychiques majeures ou pas. Mais si on commence à penser que l'individu est ces failles, alors on va essentialiser et ça réduit énormément, pardonnez-moi, les chances de la personne de pouvoir muter, de pouvoir muer, de pouvoir se transformer et de pouvoir passer sans douleur les périodes identificatoires classiques. Voilà. Et enfin, pas de sérendipité, le fait de distancier, ben, vous êtes tellement pris dans cette assimilation entre territoire et carte que ce qui n'entre pas dans vos a priori risque d'être tout bonnement dénié. Autrement dit, la sérendipité, qui est la capacité de cette forme d'intelligence spécifique à percevoir ce qui ne va pas, vous sera quasiment interdite. Nous avions noté que la sérendipité, c'est aussi la caractéristique dans un groupe des casse-pieds. Autrement dit, vous avez une double pression pour ne pas l'être, une double pression pour ne pas avoir le symptôme discret, c'est le principe même de la distanciation, et deuxièmement, la pression du groupe. Voilà. Je vous renvoie au biais, à l'analyse des biais mythologiques. Voilà. Autrement dit, il y a une dialectique extrêmement difficile entre d'un côté le pathos, c'est l'émotion. C'est, oui bon, c'est un peu grossier ce que j'ai fait, mais c'est cette partie-là du cerveau, le petit cercle, voilà. Et de l'autre côté, en face, vous avez le logos, qui est cortex, néocortex et cortex préfrontal et suborbital. Peu importe. Enfin, vous savez ça mieux que moi. La difficulté, c'est que le pathos existe, que le logos existe. Donc, qu'en faire? Et comment articuler ces deux instances sans pour autant, comme peut-être l'appétence classique, alors normale au sens statistique, hein, pas au sens pathologie, pas au sens de la pathologie, appétence normale nous y amène. Alors dans le pathos, vous avez émotion, l'affect en positif ou non, ça va de l'amour à la haine en passant par l'énamoration, etc., etc. Le désir, quand même. La pensée magique, c'est-à-dire que l'idée qu'agir sur la représentation d'une chose est l'équivalent de la pensée magique. Pensez à la deuxième ou troisième fois où je vous ai vu, donc au séminaire, le travail sur la pensée magique, quand un de vos collègues est particulièrement cartésien, ou que je pensais cartésien, est venu à l'estrade dans l'amphi, et alors qu'il niait la pensée magique, il n'a pas supporté que je fasse semblant de cracher sur la photographie de sa petite camarade. C'est-à-dire que s'il pensait qu'il y avait un lien entre sa petite camarade, que je respecte évidemment, et l'image de sa petite camarade, eh bien, il était exactement dans la pensée magique. Bienvenue au club des Néandertaliens, et des Homo sapiens, et des autres catégories d'hominidés pourvues d'un cortex. Vous avez l'effroi, et Dieu sait si cet effroi, il est intéressant. Il est intéressant justement parce que dans les défenses du moi, par rapport à cet effroi, vous avez, nous allons rire un peu, le logos. C'est-à-dire que le logos pourrait n'être considéré, si je poussais à l'extrême le raisonnement, que comme un bouclier parfait contre le pathos, en particulier contre l'effroi. Je me blinde de connaissances et de savoir livresque pour être sûr de n'être point submergé par un pathos que je ne sais pas gérer
et en disant je ne sais pas gérer, il faut cliver. Je ne sais gérer ni l'émotion brute de fonderie, c'est-à-dire la pulsion, ce qui est pulsionnel, ni les signifiants du pathos. Hein, n'oubliez pas les deux à la fois. L'impromptu, l'imprévu, l'étrangeté, et puis le transfert et le contre-transfert confère le slide précédent. Et puis le drama. Hein, le drama, c'est l'excitation en boucle du signifiant des émotions. Et je mets excitation alors que j'avais mis désir au point numéro 3, parce que souvent, faute de désir, le désir amoureux, passionnel, enfin, etc., eh bien, on va le mimer par une excitation. Alors, excitation, soit par des produits, alcool, stupéfiants, divers et variés, drogues, y compris médicaments, soit l'excitation du drama qui va, faute d'ocytocine, eh bien, produire des modifications des autres neuromédiateurs, dopamine et sérotonine, produisant une sorte d'analogie. Vous savez, il y avait une vieille publicité sur le Canada Dry qui ressemble mais qui n'est pas, etc., etc. Et bien là, c'est la même chose. Le drama, c'est un pauvre, alors Aristote dirait analogon, les Allemands diraient Ersatz, c'est un pauvre remplaçant, un lieu tenant du désir, sauf que on voudrait peut-être tous avoir du désir, mais on n'a pas de bouton pour dire on-off en disant je tombe amoureux demain, après-demain et tout le temps. Et en face, si j'ose dire, dans le logos, vous avez la raison. Alors je rappelle que raison, c'est ratio, hein, c'est faire des rapports de grandeur. Alors en quantité la plupart du temps, mais on pourrait dire aussi en qualité. L'abstraction, abstraction, donc je tire des éléments du réel, du territoire, pour en faire une carte, pour reprendre la logique de la sémantique générale. La logique, qui va s'opposer à la pensée magique, un système causal, qui s'oppose à la pensée magique, des protocoles et des consignes qui vont organiser mon rapport au réel, mais qui, en réalité, organisent aussi le réel. Le réel est pensé, dans le logos, comme étant protocolisable et consignable. À terme, le réel peut se réduire au plan d'action, lui-même réduit à un prédécoupage rationnel, fonctionnel du réel. La vision est une pareidolie. Une cohérence formelle, sachant que le réel n'est pas cohérent au sens géométrique du terme. Quand la physique quantique a fait entrer dans ses calculs des équations de probabilité extrêmement complexes, a fait entrer le chaos dans l'organisation, ça a été un choc quasiment aussi grand que quand Freud découvre l'inconscient. C'est-à-dire que comment, moi je croyais avec mon logos et mon intelligence organiser le monde, mais non, il y a des mécanismes de seuil extrêmement compliqués, des mécanismes d'échange extrêmement compliqués, et vous avez des éléments chaotiques. Je vous renvoie aux divers travaux sur le chaos. Vous avez une hiérarchisation volontaire et une formalisation volontaire et efficace. Alors, remarquez que je ne dis pas qu'il faille mettre l'accent sur le pathos et ou mettre l'accent sur le logos. L'idée, c'est de faire du contrepoint avec. Je reprends mon image tout à l'heure. Vous n'avez de mélodies saillantes, séduisantes et plaisantes que dans la mesure où elles s'étayent sur une structure harmonique et une structure rythmique. Module rythmique, structure harmonique et mélodie. L'un sans l'autre, ça n'a pas de sens du tout. Alors, petite précision,
Alors, je vous renvoie aux deux vidéos sur la défense du moi qui sont relativement complètes. Euh, je remets les 14 types de défense du moi, mais on va pas les reprendre, ça n'aurait pas de sens. Mais je vais m'intéresser essentiellement à deux éléments. Un, la cérébralisation. Donc défense du moi, c'est-à-dire que le moi se sent agressé et il lui faut un bouclier. Là, vous avez un joli bouclier. Pardon. Et dans la série des défenses, vous avez justement la production de logos. Alors, ça ne veut pas dire que tout logos soit le bouclier et donc le signifiant subtil d'une faille narcissique majeure. Encore que, voilà, ça reste à fouiller. Réfléchissez à ce que vous êtes, vous allez avoir des petites surprises. Et dans la cérébralisation, vous avez le logos, qui est une distanciation majeure, une objectivation majeure et un feutrage des émotions. Bien souvent, par exemple, quand la visite des internes à des enfants autistes ou à des anorexiques profonds, donc nous, soignants, nous sommes obligés de changer de discours, éventuellement avec les autistes, de nous mettre à quatre pattes, de jouer, de mimer, de faire des cris bizarres, d'inventer un proto-langage, etc., etc. Et je remarque depuis 40 ans que les étudiants qui sont universitaires de haut niveau, qui sont formés, qui peuvent être brillants, voire brillantissimes, eh bien, ont quelques difficultés à se départir de leur logos et de leur culture, et ont le plus grand mal à s'asseoir par terre pour grogner avec un enfant et inventer un proto-langage. Je me souviens, il y a très longtemps, avoir aboyé avec un patient, et ça m'a valu, jusqu'à ce que ça fonctionne, parce que ça a fonctionné, ça m'a valu à la fois des lazzi, mais je m'en fiche, bon, voilà, et des critiques, y compris de mes enseignants, enfin de mes mentors, qui pensaient que moi-même je suis dans la régression et que je m'abaissais, c'est-à-dire que le concept me paraît un peu douteux, à un proto-langage infantile, et que c'est donc reproduire une écolalie, etc., etc. Vous voyez ce qu'on pouvait dire. Eh bien, non. C'est simplement que quand le logos est inefficace, puisqu'il a une lecture du monde qui est trop abstraite, trop causale, trop linéaire, trop, enfin vous avez compris, trop géométrique, eh bien, adoptons, un temps en tout cas, une lecture du monde plus primale, plus archaïque et plus infantile. Mais ça nous oblige à accepter une régression que le poids familial, le poids social, le poids universitaire nous a quasiment sommés d'abandonner. Eh oui. Le deuxième type de défense qui m'intéresse dans la problématique d'aujourd'hui, c'est la compensation, c'est-à-dire que vous avez le drama. Choqué par un sentiment qu'on n'arrive pas à transformer en action, eh bien, je vais hypertrophier les signifiants compensatoires et je vais tomber dans le drama, donc signifiant hypertrophié, quérulant, j'aurais pu le mettre, et l'excitation dont je parlais tout à l'heure. C'est une défense intéressante parce que ça évite de pointer le lien entre ce qui m'arrive maintenant et une faille archaïque que je n'ai jamais pu ou voulu affronter. Peut-être parce que je n'ai jamais voulu
travailler, comme on travaille un membre qui a été fracturé, comme on travaille une respiration, comme on travaille un dos qui est marqué par une scoliose ou une kyphose, comme on travaille une méconnaissance si on n'est pas en procédural pour agir, etc. etc. Soit manque de travail, soit parce qu'on n'a pas pu accepter les conseils d'un mentor ou d'un père, parce que on a encore peur de l'interpénétrabilité, de l'intersection entre le psychisme de l'autre et le moi, et le mien, et mon moi. Voilà. Euh, Ça veut dire que dans l'acte de diagnostiquer, dans l'acte d'agir, vont se jouer des modes de fonctionnement qui ressortissent évidemment de troubles de l'attachement archaïque. Je vous renvoie au cours sur les troubles de l'attachement. Alors, l'outil, je vais en proposer 3. Il y en a sûrement d'autres, mais ceux-là sont efficaces immédiatement. Premier outil, bon, vous le savez, mais nous ne le redirons jamais assez. RSI, imaginaire, réel et symbolique. Donc je rappelle que l'imaginaire, c'est un fantasme libre, infini, anarchique, fantaisiste. Il est désinhibé, il est non censuré. Quand les personnes se mettent à censurer leur imaginaire, en général parce qu'ils perçoivent que leur imaginaire va les amener à des fantasmes soit ultra violents, soit ultra sexualisés, soit pas incestueux, soit incestueux, soit agressif par rapport à aux imagos parentales. Je regroupe les choses, mais vous pouvez arrêter la vidéo et voir les éléments un par un, ça fonctionne bien. Ensuite, du côté du symbolique, le fantasme va s'organiser, devenir cohérent, épique, puis il est élaboré, c'est un récit construit et imagé, puis il devient formalisé, ça s'appelle l'art, hein, voilà. L'art étant la projection cathartique, comme dirait Aristote dans la poétique, d'un imaginaire dans une formalisation qui emprunte au réel. Voilà. Fantasme rendu public, négociation argumentée, allusion humoristique, vanne, gestuelle mimée, qui entre dans le réel. Hein. Il y a 10 ans, mon tableau, cet élément réel mimé était encore dans le bleu, et c'était une erreur de ma part. Et le mouvement MeToo m'a largement secoué en me montrant que le gestuel animé, c'est déjà du réel. D'ailleurs, ça participe du harcèlement et ça participe de ce qui est condamnable pénalement. Et puis, le protocole, la consigne, qui articule une emprise imaginaire dans le réel. La production de consignes tous azimuts, de protocoles, est un pathétique désir d'être dans l'emprise. Et ça m'intéresse parce que plus un service est assailli par des effrois d'inefficacité ou de mort, plus il va être producteur d'évaluation et de consignes. Voire certains services hospitaliers, voire éducation nationale, où à terme on passera plus de temps à évaluer, proposer, protocolariser et faire des consignes qu'à être avec les élèves. Ou dans le cadre hospitalier, avec les patients. C'est tout à fait intéressant. C'est donc l'application institutionnelle de ce que nous disions sur l'utilisation du logos. Le logos, c'est un par excitation destiné à contenir le pathos. Voilà. Et puis passage à l'acte, évidemment, pour de vrai. Et donc entre le fantasme libre et le passage à l'acte pour de vrai,
Il y a une pléiade de possibilités. Et si j'avais à résumer 40 ans de pratique analytique ou de psychologie analytique, on passe notre temps à restaurer le symbolique, à désinhiber l'imaginaire pour qu'il fonctionne et à restructurer la possibilité du symbolique. C'est-à-dire que la personne ait des outils, soit artistiques, soit sportifs, soit corporels, soit langagés, peu importe, de manière à pouvoir entrer dans la durée. Et cette durée, c'est la durée du symbolique. Les rituels, par exemple. Deuxième outil, les fonctions du langage. Alors, je vous rappelle les 6 fonctions de Jacobson. Créer le contact, tension, fatigue, dire n'importe quoi, parler de la pluie et du beau temps. Manière de dire, j'entre en contact. C'est comme les animaux qui se flairent, c'est du même ordre. Deuxièmement, accorder les langages, fonction référentielle, PPDIC, d'où je parle. Et toi, je te parle en supposant que tu as... nous avons des références communes. Si on n'en a pas beaucoup, parce que la personne est radicalement autre, donc l'altérité absolue, je vous rappelle qu'on peut toujours trouver un PPDIC efficace au bout du bout du bout du bout du bout du bout. Nous avons le fait que nous sommes nés d'un homme et d'une femme, que nous avons tous passé les mêmes étapes. Il a fallu naître, il a fallu découvrir le monde, il a fallu passer par les stades d'évolution psychique et corporelle, etc. Je vais vite. Et puis, troisième élément, nous allons tous mourir et nous le savons. Ce qui quand même crée quelques liens essentiels entre les gens. Je sais, ça fait très humaniste, mais ça correspond à la clinique. Le jour où on pense qu'un schizophrène n'est plus comme nous, ou que nous ne sommes plus comme lui, donc il n'y a même pas le PDIC, eh bien on va le numéroter, l'essentialiser. Le numéroter, vous savez qu'un tatouage sur les bras, ça s'est déjà vu dans les années 40, et on peut le tuer, on peut l'éliminer. Donc les enjeux sont assez importants, plus que ça. Troisième fonction théâtralisée, fonction expressive, donc tout ce qui est de l'ordre des mimiques, du schéma corporel, du regard, du sourire, du froncement de sourcils, enfin j'en passe et des meilleurs. Aller visiter des musées et contempler les tableaux ou les statues uniquement avec ce souci de repérer le signifiant langagier. Et vous allez piquer les fous rires tout seul, tellement c'est extrêmement intéressant. Souvenez-vous du petit exercice que nous avions fait, où il fallait repérer les Judas dans ce nombre de tableaux. Ensuite, exprimer le message, fonction poétique. Alors, je rappelle que poétique, c'est un faux ami. En réalité, Jacobson, qui connaissait Aristote et qui l'avait lu de près et relu de près, il connaissait bien la nuance entre poiesis, qui est une simple fabrication, c'est l'acte de faire, le moi n'est pas impliqué, et le deuxième mot, c'est praxis, qui implique le moi. Eh bien, l'expression du message dans la fonction poétique, c'est « je donne l'information ». Le train de Paris arrive à 17h15. Point. Donc, ça n'a rien à voir avec la poésie. Mais bon, tout le monde continue à utiliser le mot poétique, parfois d'ailleurs en ne comprenant pas. Vous, au moins, vous penserez à Aristote. Ensuite, clarifier l'ordre et l'interdit, la fonction connaît-il. Ça se traduit par des impératifs ou des expressions il faut que, il faudrait que, ce serait souhaitable que, etc., etc., etc. C'est bien repérable. Et enfin, en sixième fonction, la fonction métalinguistique qui consiste à commenter. Si je dis oh là là,
Aujourd'hui, là, vous n'êtes pas trop bon en clinique. Ouais, bon, mais parfois, j'exagère. Le fait de dire parfois, j'exagère, c'est du méta-langage, c'est du langage sur du langage qui permet de corriger, de feutrer mon propos en rangeant le propos dans une case humoristico-ironique et pas dans la case agressivo-hiérarchique. Voilà. Donc, évidemment, ça concerne à la fois le plan verbal et le plan non verbal, et vous pouvez, si vous vous amusez, vous pouvez vous évaluer dans ce fonctionnement. Voilà, c'est pas très compliqué d'ailleurs, ou vous faire évaluer par l'équipe si vous êtes en équipe, en analyse de la pratique. Et je vous donne deux exemples. Un, une personne cartésienne, peu extravertie, attachée à la rigueur, fatigue, rien. Référentiel, oui, pour appuyer les ordres du conatif. Expressif, pas besoin. Poétique, oui. Conatif, oui. Métalinguistique, non. Vous avez des structures fondées sur ce système-là. L'armée, la passation d'ordre dans l'armée suit ce modèle. Ça explique parfois d'ailleurs la désobéissance. Enfin, bon. Voilà. Et à l'inverse, oui, ça c'est le même tableau qui passe en PDF, pardonnez-moi. Et ici, vous avez une personne extravertie attachée à l'échange et au charisme. Zoup. Fatigue maximale, référentiel, oui. Expressive maximale. Poétique, bon, c'est pas très important. Conative, 0. Et métalinguistique, important pour bien cataloguer ce qu'on fait. Ceci est une sonate, ceci est une élégie, ceci est un tableau. Pensez à Duchamp qui dit il suffit de mettre un cadre, le cadre métalinguistique, pour fonder une œuvre d'art. Il y a toute une réflexion à avoir sur l'articulation entre ces deux personnages. L'idée, c'est de ne pas caricaturer la page précédente, ni celle-ci. Donc de jouer sur, non pas une position qui serait votre pseudo-caractère, le caractère n'étant que l'enquistement dans une position opportuniste ou momentée, mais de travailler une posture correspondant à une stratégie à long terme et une tactique à court terme. S'il y a besoin du conatif, ben je mets du conatif. S'il y a besoin de l'information, je mets du poétique. Mais je sais que si, pour que ça passe, il faut que j'enrobe le conatif et le poétique d'autres éléments. Sinon, ça ne passe pas. Sinon, les gens vont dire oui, et une fois que vous n'êtes pas là, ils vont en faire qu'à leur guise. Ce qui peut être intéressant, mais ce qui peut être, dans certains cas, préjudiciable à eux et aux autres. Enfin, dernier, oui, c'est pour que ça passe en PDF, vous avez compris le principe, j'ai pas trouvé mieux. Dernier outil, dans la pédagogie, alors quand je dis pédagogie, c'est pédagogie et pédagogie du soin, c'est la même chose. Donc toujours l'opposition entre pathos, qui est l'émotion, et logos, qui est l'organisation logique. L'idée, c'est de séparer. Alors, vous avez ces deux outils dans votre boîte à outils, et vous allez utiliser les deux. Donc, d'un côté, vous allez mettre en place un logos, c'est-à-dire un protocole sécurisant. Donc, répétitif, ritualisé, ritualisation, constant. Vous avez l'exercice formalisé, et dans l'exercice, vous veillez à ce qu'il n'y ait pas d'état d'âme. Quand un kiné demande à un patient de faire tel exercice, ce n'est pas une réalisation personnelle où il va mettre son moi. Non, c'est un exercice basique. Quand un prof d'allemand demande d'apprendre les verbes forts, quand un prof de maths demande d'apprendre les identités remarquables en quatrième, quand un prof de musique demande d'apprendre la liste des dièses, des bémols, il n'y a pas d'état d'âme à avoir. C'est du logos. Et l'avantage, c'est que c'est sécurisant. Pensez, alors c'est le cas particulier, pensez aux autistes qui ont impérativement besoin d'un protocole
ritualisé, constant. Si on repeint, je ne sais pas, le couloir qui mène à leur chambre, il va y avoir des compensations et des verrouillages profonds. Donc il faut cette partie sécurisante qu'on appelle des éducatifs. Dans la pédagogie d'un geste, il y a une partie, j'allais dire bestiale, au sens où, enfin triviale, on fait les exos, point. Il faut que ce soit évaluable et pondérable. Je précise bien, ce qui est évaluable et pondérable, ça n'est pas l'individu, c'est la performance de l'individu. Le moi n'est pas coextensif aux performances, et la performance n'est pas coextensive au moi, bien évidemment. Et puis en face, si j'ose dire, vous avez le pathos, donc c'est un autre type de performance, c'est un autre type de prestation. Là, il y a de l'émotion, alors de la musicalité, de l'image de soi narcissique, des gratifications personnelles. Attention, je préférais qu'elles soient endogènes qu'exogènes pour éviter toute manipulation. Enfin voilà, vous savez que les psychanalystes n'aiment pas trop le mot admiration ou fierté, parce que c'est une des faces d'une médaille qui comporte sur l'autre face le mot honte, dont on sait l'aspect préjudiciable avec les problématiques de dette, de devoir, de culpabilité, etc., etc. Lourd à porter. Vous avez des connivences. Je peux, une fois que les exercices en bleu sont faits de manière triviale, on peut être dans une connivence émotionnelle, artistique, intellectuelle, pourquoi pas. Il y a l'expressivité qui est singulière, et il y a l'art qui est le passage toujours un peu alchimique entre ce qui est singulier et ce qui est conçu comme étant singulier. J'ai une expérience amoureuse, émotionnelle, angoissée, singulière, et par la grâce d'une formalisation cathartique, elle devient plurielle et concerne tout le monde. Quand je dis tout le monde, je fais allusion au schème anthropologique archaïque. Je suis prêt à parier que la main dessinée au pochoir au fin fond d'une grotte par les femmes, on sait maintenant que ce sont les femmes qui le faisaient, générait la même émotion que la nôtre. Même si, ah bon, on a changé, maintenant c'est moderne, etc. Non, hein, c'est pas parce qu'il y a des smartphones et autres joyeusetés et des réseaux sociaux que nous avons émergé à un autre type d'humanité et de psychisme. Si on m'amenait Antigone en thérapie, ou Madame Bovary, ou la fille Madame Bovary, je n'aurais pas plus de difficulté qu'avec une Maconnaise ou une Bressane. Et l'idée, c'est d'avoir les deux types d'outils. C'est-à-dire que un temps, on joue avec des évaluations et des exercices qui sont dans la trivialité et dans le logos. Il y a une cohérence, c'est pondérable, c'est évaluable. Et puis après, je joue sur le pathos. Les enseignants ou les soignants ou les aidants qui sont dans le pathos, ils sont un temps efficaces parce qu'ils disent ouais je communique, mais il faut faire progresser l'autre, même la personne en état de handicap majeur, il peut progresser. Sauf qu'il lui faut des éducatifs. Alors évidemment, ce qui fait peut-être passer le trivial, c'est le pathos, mais pas que. Parce que si c'est du pathos, on est pris dans une sorte de je vais jusqu'au bout, de chantage affectif qui est tout à fait préjudiciable. Alors, vous remarquerez que ce schéma-là, il reprend des topos que vous avez tous rencontrés, que nous avons tous rencontrés dans la petite enfance. C'est-à-dire des exercices pour bouger, pour se mouvoir, pour être habile, exercices de répétition qui sont l'ordre du logos, et puis régulièrement,
du pathos, donc de la joie, l'émerveillement ou de la déception, euh, que peuvent sublimer et dépasser de nouveaux exercices en logos. Vous voyez? D'où le petit gif à droite, où l'arbre, eh ben, il pousse de manière géométrique, en logos. Les connaisseurs savent que les feuilles poussent suivant une équation qui est la suite des Fibonacci. Je vous laisse chercher. Et qu'au bout, il y a des fleurs. Et que les fleurs s'envolent dans des flux qui seraient du pathos. Vous avez des gens qui disent oui, mais ça meurt. Oui, mais ça renaît, enfin, etc. C'est le cycle de la vie. Bien connu. Voilà. En conclusion, ben, je vais simplement vous laisser méditer sur cette phrase. Vive les joyeuses tresses. J'ai mis tresse, ça pourrait être contrepoint, jeu, etc. Entre la hulet c'est la matière brute, le pulsionnel, vous avez compris, c'est le pathos, en grec, et la techné. Techné, c'est un joli mot parce qu'il veut dire à la fois art et technique. Technique, c'est l'aspect trivial, et donc c'est le poiesis. Et art, c'est le deuxième volet de l'action chez Aristote, c'est-à-dire la praxis. Vous remarquez que j'ai mis joyeuse, parce qu'à partir du moment où on perçoit les deux pôles et on refuse cette inclination un peu morbide à n'en utiliser qu'un, ça devient un jeu, comme un musicien qui joue, et de l'harmonie et du rythme d'un côté, et de la mélodie et du timbre de l'autre. Sur ce, je vous laisse méditer là-dessus, et je vous salue.